Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, inspection des lycées de l'enseignement général et technique. Et enfin, dans l'actualité internationale, les 20 de relance historique. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous disais dans le titre, le ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Tourisme, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle par intérim, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a effectué ce matin une visite d'inspection dans les différents lycées de l'enseignement technique, général et technique qui s'apprêtent à accueillir le 1er août les élèves des terminales et des premières, accompagnés par le secrétaire général du MENFOP, des conseils techniques, du directeur général de l'enseignement. Le ministre s'est suivant rendu au lycée de Djibouti, au lycée technique de Gabod, au lycée de Hoden, 4, où il a pu constater les installations des stations de lavage des mains prévues dans chaque établissement, dans les cadres de dispositions relatives aux mesures barrières contre la propagation du Covid-19. La délégation a par ailleurs visité le centre de formation de Blaos, ancienne école ménagère, qui a produit environ 40 000 masques lavables destinés aux candidats du baccalauréat général, professionnel et arabe. Les lycées de l'enseignement général et ceux de l'enseignement professionnel ouvriront leurs portes le dimanche 1er août sur l'ensemble du territoire national pour la révision des programmes des examens du baccalauréat avant les passations des épreuves prévues pour la fin du mois d'août. Une tournée pour visiter les stations de lavage des mains élaborées par le personnel de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, notamment les professeurs, les personnels d'encadrement, mais également les élèves sortant de l'enseignement technique. Il a également visité le centre de formation de Blaos, anciennement appelé l'école ménagère de Blaos, qui avait la lourde charge d'élaborer des masques destinés non seulement aux candidats des épreuves du bac général et du bac professionnel, mais également des masques qu'ils porteront pendant la période de révision du mois d'août. Donc cette école, le centre de formation de Blaos, anciennement appelé l'école ménagère de Blaos, qui a confectionné 40 000 masques destinés aux candidats du baccalauréat général et du baccalauréat professionnel. En très peu de temps, en moyenne 1000 masques par jour. Donc les maîtres d'œuvre étaient les formatrices de cette école, aidées par d'anciennes élèves de cette même école. Donc avec un personnel de 16 personnes, pour joindre l'utile à l'agréable, cela éviterait aux élèves de porter des masques jetables et d'utiliser, en protégeant ainsi l'environnement, donc d'utiliser des masques en tissu lavables. Voilà. Le ministre Helem a profité de cette visite pour féliciter les différents personnels ainsi que les responsables du MENFOP pour les efforts louables consentis tout au long de la période de confinement, en assurant les cours télévisés et radiodiffusés et pour ces dispositions et des préventions vues d'accueillir les élèves et les enseignants dans les meilleures conditions de sécurité avant les examens des baccalauréats. Il s'est surtout félicité et s'est dit fier de voir le centre de formation de Blaos produire environ 40 000 masques en tissu lavable. Écoutons son extrait. En tant que ministre de l'Éducation par intérim, j'ai entamé aujourd'hui une petite visite de terrain. Comme vous le savez, le MENFOP, malgré l'avènement du Covid-19, a maintenu le passation des examens pour l'enseignement général, mais pour l'enseignement technique aussi, ainsi que pour les classes de première qui vont passer l'heure anticipée. Les classes et les établissements vont ouvrir à partir du 2 août. Ces établissements vont accueillir les enseignants, les élèves, mais les personnels aussi. Mais le MENFOP a entrepris toutes les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de risque de contamination. Ils ont pris toutes les mesures de sécurité sanitaire qui ont été émises par le ministère de la Santé.
Donc, nous avons visité pas mal d'établissements. Il y a un établissement qui m'a marqué personnellement. J'ai vu l'établissement de couture qui a confectionné plus de 32 000 masques lavables. C'est du jamais vu. Par cette occasion, féliciter l'équipe de Menfob ainsi que la direction de l'EDD qui a mis en place ces lavages, qui a mis ces stations de lavage. Des stations de lavage ont été installées dans tous les établissements et le masque s'est redistribué à l'ensemble de ces personnels. C'est des masques, 2 à 3 masques par élève et par enseignant, mais c'est des masques réutilisables, lavables. Donc c'est aussi un moyen de protéger notre environnement. Merci. Tout à fait autre chose, le comité national olympique et sportif djiboutien a organisé ce matin au Palais du Peuple un atelier de réflexion sur la représentativité des femmes dans le sport. Cet atelier destiné aux responsables des fédérations sportives nationales a vu la présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Mohamed Hassan, du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamel, de la maire de la ville de Djibouti, Mme Fatouma Awal Ousmane, et de la présidente du CN2, Aïcha Garad Ali, ainsi que d'autres responsables étatiques. Il avait pour objectif de permettre aux fédérations de pouvoir s'exprimer sur les proportions des femmes dans leur comité, d'évoquer les difficultés rencontrées pour leur participation et les évolutions proposées afin de les intégrer davantage dans les organes décisionnels. À la fin de l'atelier, des recommandations ont été adoptées et qui permettront une amélioration de la place des femmes dans le sport qui passeront néanmoins par l'amendement des statuts des fédérations. Du comité national olympique. Et je suis heureuse de vous annoncer que la République de Djibouti remplit déjà ces critères. Nous allons également amender notre statut en ce sens pour que cette clause reste permanente lors de notre prochaine Assemblée générale élective prévue en janvier 2021. Comme vous le savez, nous allons entrer dans une année élective pour la majorité des fédérations. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai tous invités ici aujourd'hui, pour que nous puissions ensemble réfléchir, débattre, adopter des recommandations pour arriver à une représentativité de 30% au sein de chaque fédération nationale. Ensemble, engageons le changement pour que les femmes occupent des postes décisionnels, pour qu'elles puissent servir de modèle et mettre en œuvre leurs compétences au service de notre jeunesse. Je vous remercie. Écoutons à présent la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Mohamed Hassan, lors de l'atelier de réflexion sur la représentation des femmes dans le sport. On est fiers d'être parmi les 6 meilleurs pays du monde à pouvoir respecter déjà, à honorer cette décision qui a été prise par des instances internationales, dire que la parité de 30%, elle est effective en République de Djibouti. Nous, ce que nous visons, quand je dis nous, c'est-à-dire le gouvernement, et en particulier et spécialement le chef de l'État, c'est la parité 50-50. Ce que nous souhaitons, c'est qu'aujourd'hui, le combat n'est pas gagné, hein, je vous le dis. Moi, j'ai des longues réunions, des longues histoires et des longs débats pour pouvoir faire accepter de dire aujourd'hui la parité au niveau scolaire, elle est acquise en primaire, en secondaire, à l'université. Elle est acquise. Donc, non, elle est acquise. On n'est pas plus. On est acquise. Il ne faut pas dire plus. Il faut pas allumer le feu. Nous, on cherche à l'éteindre pour pouvoir avancer. Donc, elle est acquise. À partir du moment où aujourd'hui, les femmes sont autant outillées que les hommes en termes de culture, en termes de diplôme, pourquoi on ne leur donnerait pas la chance de pouvoir réfléchir et d'être à côté des hommes pour pouvoir contribuer au développement de leur pays? Donc 30% c'est acquis. Bravo Madame la Présidente, bravo à tous les responsables qui sont autour de cette table parce que vous y êtes pour quelque chose d'avoir atteint ce pourcentage-là. La jeunesse du sport et de toutes les fédérations et de la commission, nous serons là pour aider à acter et à vous appuyer pour faciliter les tâches, que ce soit sur le cadre institutionnel, que ce soit en accompagnement, que ce soit en matériel. En tout cas, chaque fois que le ministère sera sollicité, soit par le ministère de la Jeunesse et du Sport, soit par les fédérations, nous serons là pour vous aider à réussir dans les missions qui vous ont assignées et les activités que vous voulez réaliser. De son côté, le secrétaire d'État à la Jeunesse et au Sport a indiqué qu'il confiait pour la première fois 2 postes clés
ces derniers, les postes de secrétaire général et celui de la direction du stade Goulet, afin de faire respecter cette égalité au sein de son département. Depuis quelques années, la question de la femme est au cœur de tous les débats. En République de Djibouti, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, homme d'État visionnaire, a déjà réalisé de grandes avancées en matière d'égalité des genres, qui suppose que les femmes doivent jouir de l'égalité des chances, des choix, des capacités, du pouvoir et des savoirs en tant que citoyens égaux. Par exemple, Djibouti est un des rares pays où une femme qui occupe un même poste à responsabilité qu'un homme et bénéficie du même salaire. Conformément donc à la politique du chef de l'État, je me suis attelé à faire respecter cette égalité au sein de mon département. Et c'est ainsi, conscient de la potentialité du sérieux et la rigueur dans le travail des femmes, que j'ai confié pour la première fois 2 postes clés à cette dernière, les postes de secrétaire général de la direction du stade de Goulet. Par ailleurs, dans un même ordre d'idées, nous avons de plus en plus de femmes qui occupent des postes à responsabilité. Je ne peux que vous encourager à vous investir davantage dans le sport, puisque étant donné que vous êtes les piliers essentiels de notre société, votre investissement aura un impact positif sur votre vie et celui de vos proches. Amender le statut, augmenter le nombre de femmes dans votre fédération et votre société s'en portera mieux. Autre actualité dans ce 22 heures, la direction de la médecine des unités des forces armées djiboutiennes a abrité ce matin une cérémonie de promotion au grade supérieur des personnels du service de santé des armées. Cette cérémonie a été présidée par le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Côté djiboutien, ont participé à cette cérémonie le chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, le colonel-major Ahmed Hassan Boulale, directeur du service santé de l'armée, le colonel Madian Mohamed Sirid, directeur de l'hôpital militaire et quelques grands responsables des forces armées djiboutiennes. Les invités ont été réduits au strict minimum pour lutter contre la pandémie du Covid-19. À son arrivée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné de son chef d'état-major de la défense, a effectué la revue des troupes. Puis le CMG a salué la délégation djiboutienne. Dans la foulée, le CMG a procédé à la remise des galons au personnel militaire de santé qui se sont indéniablement investis corps et âme dans la lutte contre le Covid-19. En raison de la pandémie du Covid-19 et enfin de respecter les mesures barrières et la distanciation sociale, les galons ont été remis de la main du général Zakaria Cheikh Ibrahim aux récipiendaires. En effet, la pandémie du Covid-19 a complètement bouleversé le mode de vie de la planète et a causé et continue d'engendrer malheureusement des centaines de milliers de morts. Dans ce contexte douloureux, l'impulsion du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, chef du gouvernement et chef suprême des armées, ainsi que la réactivité du haut commandement militaire, ont permis de mettre en place une stratégie de gestion de cette crise saluée par les plus hautes instances mondiales, notamment par le secrétaire général des Nations Unies. Cette cérémonie de promotion au grade supérieur pleinement méritée symbolise les efforts consentis par les personnels du service de santé des armées qui a mobilisé aussi bien les personnels que les matériels. Dans ce contexte et satisfait des devoirs accomplis que le général Zakaria Cheikh Ibrahim a voulu particulièrement leur adresser ses félicitations à travers cette journée. La cérémonie de promotion s'est clôturée par un buffet offert par le commandement militaire dans une ambiance sereine, bon enfant, et s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Mon général, permet au nom de l'ensemble des personnels du service de santé des armées de vous exprimer notre profonde gratitude, surtout en ce jour béni du début du mois de Dhul Hijjah. En cette période de pandémie mondiale du Covid qui a bouleversé le monde entier et qui a causé des centaines de milliers de morts, sous l'impulsion et la clairvoyance
de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement, chef suprême des armées, ainsi que la réactivité du haut commandement militaire ont permis de mettre en place une stratégie de gestion de cette crise saluée et reconnue par les plus hautes instances mondiales, notamment par le secrétaire général des Nations Unies. Le service de santé des armées a été et est toujours, depuis le début, le fer de lance de la lutte contre le Covid-19. Une partie de son personnel, médecins, infirmiers, laborantins, ambulanciers, ainsi que du matériel, ont été affectés dans les différents centres de prise en charge et de diagnostic du Covid-19. Mon général, vous avez décidé donc de mettre à l'honneur et de récompenser la majorité du personnel soignant qui a toujours et à chaque instant travaillé avec l'assurance de votre soutien permanent. Pour terminer, mon général, permettez-moi encore une fois, au nom de tout le personnel des services de santé, de vous renouveler nos vifs remerciements, comptant toujours sur votre soutien permanent. Je vous remercie. Autre actualité, le colonel Mohamed Jama Doualé, commandant de la garde républicaine, a reçu ce matin M. Lafi Al-Mutairi, consul du Royaume d'Arabie Saoudite, accrédité à Djibouti. Le colonel Mohamed Jama Doualé a souhaité la bienvenue aux diplomates saoudiens, son Excellence Lafi Al-Mutairi, consul de l'Arabie Saoudite à Djibouti. L'objectif de cette visite était de renforcer les relations de coopération et de fraternité existant entre les deux parties et de partager nos expériences en matière de sécurité et défense. Au centre de discussion figuraient les liens séculaires d'amitié, de fraternité et de coopération existants entre les deux pays, mais également, au cours de cet entretien, plusieurs points saillants ont été également abordés, tels que des accords bilatéraux entre les deux forces, à savoir la garde républicaine et la garde royale saoudienne, afin de tisser des liens de fraternité dans le domaine de la formation des personnels. La garde républicaine, les parties sont parvenues à un avis commun sur la nécessité de donner un nouvel élan de l'établissement, interaction et au développement des liens dans la coopération militaro-technique. Par ailleurs, il a été question de l'élargissement du champ de la coopération multiforme entre la garde républicaine et la garde royale saoudienne. Au terme de cette rencontre de haut niveau, le diplomate saoudien Lafi Al-Mutairi a remercié le colonel Mohamed Jama Doualé, commandant de la garde républicaine, de l'accueil chaleureux réservé à son égard. Il s'est dit fier des relations séculaires solides qui lient nos deux pays. Il s'est engagé à œuvrer davantage pour raffermir, consolider et élargir ces liens de coopération. L'ambassadeur de France à Djibouti, M. Arnaud Guillou, a remis ce matin un don de matériel de secourisme au directeur général de la protection civile de Djibouti, le colonel Moussa Mahmoud. La remise de ces matériels de formation traduit la bonne coopération qui existe entre nos deux pays, la République de Djibouti et la France. Ce don permettra sans nul doute d'améliorer de manière substantielle la formation en secours civique. De ce fait, elle contribuera aussi de renforcer et garantir un encadrement de formation de qualité, aussi bien pour les personnels que toutes les institutions civiles et militaires de notre pays. Les matériels remis ce matin est composé de diverses catégories, des mannequins, des défibrillateurs, des kits de fausses plaies, des sacs de transport et matériel, des masques pour les exercices de secourisme. Ces dons de matériel démontrent la bonne coopération entre la protection civile et l'ambassade de France, au-delà, entre les deux pays. Nous avons des grands projets dans le domaine de la protection civile. La France continuera d'être aux côtés des Djiboutiens pour l'avenir. Et donc je suis très heureux que cette première visite en appelle d'autres. Et sachez que hier, comme aujourd'hui, comme demain, la France et toutes ses composantes, parce que je suis venu aujourd'hui avec l'attaché de sécurité intérieure, mais nous avons aussi les sapeurs-pompiers des forces françaises stationnées à Djibouti, nous avons nos forces militaires de police et de gendarmerie, seront toujours à vos côtés et feront, dans la mesure de leurs moyens naturellement, tout ce qui est possible de faire pour continuer de travailler auprès de la protection civile. Voici les propos du directeur général de la protection civile, le colonel Moussa Mahmoud.
Je peux confirmer aujourd'hui, et là où nous trouvons la bonne coopération qui existe entre nos deux pays. Vous avez pratiquement tout dit, Excellence. Le niveau de la coopération, l'amitié existe entre nos deux pays, ce qui a été fait, et il en reste encore à faire. C'est l'eau de matériel qui nous a été gracieusement offerte par la coopération française, par le biais de la DCI et de votre ambassade accréditée Djibouti, démontre aussi, et encore, la bonne coopération existant entre nos deux pays. Elle tombe à point nommé, parce que nous allons commencer très bientôt des formations en ce sens pour les différentes institutions et corps qui nous demandent de former notre personnel. Notre demande est très accrue. Et je pense que c'est une bonne occasion de vous le dire, que comme quoi ils vont entrer dès demain en opération pour pouvoir former non seulement les futurs profs d'éducation nationale, profs de sport de l'éducation nationale, et mais aussi toutes les arbitres et toute la fédération qui nous sollicitent. D'autres institutions nous ont demandé. C'est de bon augure et d'utilité qui est pertinente à l'heure actuelle. Encore une fois, merci. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il nous reste à faire, que nous allons faire en coulisses, qui ne vont pas être divulguées ici. Encore une fois, merci, Excellence, de votre... Je sais que de par votre présence aujourd'hui ici avec nous, démontre l'importance que vous donnez à notre institution, de pouvoir la développer et s'agrandir. Direction Arta, une mission conjointe initiée par le ministère des Affaires sociales et de la solidarité, en collaboration avec le ministère de la Santé, du ministère de l'Intérieur, ainsi que du secrétariat d'État à la décentralisation, s'est rendu dans la région d'Arta, dans la localité de Hibili, de Gabla Kalan. L'objectif de cette mission était le programme national de solidarité famille, qui est un programme intégré visant au renforcement et à la consolidation du capital humain à travers des transferts monétaires et des mesures d'accompagnement. Les ménages vivant dans ces localités éloignées ont pu bénéficier des consultations médicaux, le suivi des grossesses et visites prénatales et postnatales, prise en charge des enfants et ont pu être prodigués. Ceci montre la réussite de l'intégration entre les programmes des différents ministères au niveau des régions de l'intérieur. Ali Sebier, cette fois-ci, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de 2003 relative à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, un atelier sur un inventaire pilote des éléments du patrimoine culturel s'est tenu dimanche dernier à Ali Sebier, au siège du conseil régional. Cet atelier sur un inventaire pilote des éléments du patrimoine culturel immatériel de la communauté somalie a regroupé plus d'une trentaine de personnes composées des chefs coutumiers, des jeunes, des femmes, des artisans, des poètes, des détenteurs des savoirs traditionnels, des représentants de la société civile ainsi que les acteurs du milieu culturel. Organisé en partenariat avec l'UNESCO, cet événement a vu la participation du deuxième préfet de la région, Khader Idriss Sougé, le vice-président du conseil régional, Nour Sirid Geldon, et du directeur de la culture, de Ali Hassan Ahmed, du conseil culturel, M. Idriss Moussa Ahmed. Cet événement a porté sur les définitions et le but de la Convention de 2003, ainsi que les différents aspects du patrimoine culturel immatériel, afin de permettre aux participants de mieux s'imprégner de l'intérêt de leur implication dans la réalisation de cet inventaire. À cette occasion, il a été mis en exergue les différents composants du patrimoine culturel immatériel en sensibilisant, motivant, encourageant pour une plus grande prise de compte leurs responsabilités respectives. Dans le cadre des jumelages, les jeunes Artaouis ont quitté hier Arta en direction d'Obok, accompagnés par le sous-directeur du CDC de la région. Arrivée des jeunes Artaouis à Obok, accompagné d'un sous-directeur régional du secrétariat d'État à la jeunesse d'Arta. À l'arrivée, la délégation a été accueillie par le responsable du conseil régional d'Obok ainsi que les responsables de la direction du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport d'Obok. Le jumelage entre les jeunes des régions de l'intérieur symbolise et a instauré les liens et les échanges étroits permanents entre ces deux régions, sous le signe des échanges. Dans le cadre de ces jumelages, les jeunes seront hébergés par les familles d'accueil
à Obok ont envie de découvrir la région, sa culture, ses coutumes, ses plats typiques préparés à base de poissons et une spécialité de la région de Obok. Également, ils vont se familiariser avec la langue locale tout en pratiquant les activités de loisirs, aussi pour partager la vie quotidienne d'une famille obokoise. Et dans la page nécrologie, nous venons d'apprendre avec tristesse le décès survenu de M. Abdurrahman Hussein Ali, surnommé Voici, survenu le 19 juillet à Montréal, au Canada, suite à une longue maladie. Feu Abdurrahman Hussein Ali est né le 11 octobre 1957 à Djibouti. Le défunt a d'abord travaillé à la radio-télévision de Djibouti comme opérateur de son de 1979 à 1983, puis fonctionnaire au ministère de l'Éducation nationale de 1984 à 1986 et ensuite au ministère de l'Habitat en qualité de comptable de 1986 à 1997. Le défunt laisse derrière lui 4 filles, un garçon et 3 petites-filles. Le défunt était le frère de Mariam Hussein Ali, retraité dans le cadre de la présidence de la République, et de Madame Khadra Hussein Ali, principale du collège de Gabod, de Mohamed Hussein Ali Gabouni, représentant de Djibouti à la FIFA, et aussi le beau-frère de notre collègue de la radio-télévision de Djibouti et correspondant de VOA à Djibouti, M. Ramadan Moussa Jama. Feu Abdurrahman Hussein Ali était très connu pour sa générosité et au sein de notre large société djiboutienne, qu'Allah, le très miséricordieux, l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, en Chine, à Wuhan et Oxford, 2 vaccins relancent l'espoir dans la lutte contre le Covid-19. Les résultats des essais publiés lundi dans le lanceur Eurofik, le vaccin développé par l'université britannique Oxford, a généré une forte réponse immunitaire. 1000 personnes âgées entre 15 à 55 ans ont participé à l'expérience, menée en partenariat avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca. Les essais vont se poursuivre pour prouver leur efficacité sur une population plus large de 10 000 volontaires et doivent être concernés au Royaume-Uni. Un autre projet de vaccin conduit cette fois-ci par des chercheurs de Wuhan en Chine a également montré des résultats intéressants après avoir été testé sur environ 500 participants, sur lesquels il a provoqué une forte réaction en termes d'anticorps. Les laboratoires du monde entier sont mobilisés pour obtenir un vaccin qui permettra de se protéger contre le Covid-19. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, place nos programmes télévisés.